Avez-vous déjà ressenti que le fait d'aider les autres vous consumait de l'intérieur? Carl Jung, pionnier de la psychologie profonde, nous met en garde. Même les intentions les plus nobles peuvent cacher des ombres capables de dévaster l'âme. Le besoin d'aider peut sembler une inclination noble et désintéressée, mais selon Jung, cette motivation cache souvent des aspects inconscients qui nécessitent une exploration profonde. Aider les autres peut devenir un moyen d'éviter de faire face à nos propres insécurités ou besoins internes non résolus. Dans ce contexte, l'action d'aider se transforme en un miroir qui reflète nos propres carences personnelles. L'origine de cette illusion de sauveur peut se trouver dans les premiers stades du développement psychique, où nous cherchons la validation à travers les autres. Nous croyons qu'en résolvant les problèmes des autres, nous obtiendrons la reconnaissance que nous désirons tant. Cependant, ce modèle peut être destructeur, car au lieu de guérir nos blessures internes, nous les projetons vers l'extérieur. Aider devient une échappatoire et, en même temps, une façon de construire une identité basée sur le rôle de protecteur ou de solveur. Par exemple, une personne qui est constamment au service de sa famille ou de ses amis peut éprouver un sentiment de vide lorsqu'il n'y a pas de problème à résoudre. Cela indique une dépendance émotionnelle à l'acte d'aider. La personne n'aide pas parce qu'elle est pleine d'énergie et de paix intérieure, mais parce que son identité a été construite autour de la perception d'être nécessaire. Ce comportement perpétue un cercle vicieux où l'aide ne provient pas de l'abondance, mais de la carence. De plus, il existe un risque réel de déséquilibrer les relations. En nous positionnant comme sauveurs, nous créons une dynamique de pouvoir inégale, où les autres dépendent de notre intervention. Cela non seulement limite leur croissance personnelle, mais nourrit également notre propre ego, renforçant l'illusion que nous faisons. Juste, Jung propose une alternative. L'aide consciente, cela implique de reconnaître nos motivations profondes avant d'agir. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas responsables de résoudre les problèmes de tout le monde, nous libérons à la fois les autres et nous-mêmes. Nous apprenons à aider à partir d'un lieu d'équilibre, en respectant le processus de croissance individuelle de chaque personne. L'aide devient alors un acte d'amour véritable et non une projection de nos besoins internes. Le complexe du héros est un archétype puissant qui, selon Jung, peut être aussi inspirant que limitant. Cet archétype nous pousse à assumer le rôle de sauveur dans des situations qui dépassent souvent nos capacités ou responsabilités. Bien que le héros cherche le meilleur pour les autres, il le fait souvent au détriment de son propre bien-être. Ce complexe provient d'une narrative culturelle profondément enracinée dans l'humanité. Des mythes grecs aux histoires modernes, le héros apparaît toujours comme celui qui, malgré tous les obstacles, sauve la journée. Cependant, dans la vie réelle, le héros n'a pas toujours une fin heureuse. En assumant le poids des problèmes des autres, il court le risque de s'épuiser émotionnellement et de perdre de vue ses propres besoins. Un exemple courant est celui des parents qui tentent de résoudre tous les problèmes de leurs enfants, des académiques aux émotionnels. Bien que ces actions naissent d'un désir sincère de protéger et de guider, elles privent les enfants de l'opportunité d'apprendre à gérer leurs propres défis. Dans ce cas, le complexe du héros affecte non seulement le parent, mais nuit également au développement de l'autonomie de l'enfant. Le poids de ce complexe se manifeste également dans le domaine professionnel. Les leaders qui assument toutes les responsabilités de l'équipe, croyant que sans eux tout s'effondrerait, finissent par s'épuiser et, paradoxalement, affaiblir la capacité de l'équipe à fonctionner de manière indépendante. Cette charge auto-imposée n'est pas seulement insoutenable, mais crée également une dynamique de dépendance qui ne bénéficie à aucun des partis. Jung nous invite à réfléchir sur les limites inhérentes au complexe du héros. Reconnaître que nous ne pouvons pas sauver tout le monde est une étape cruciale vers l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de notre psyché. Au lieu de porter le monde sur nos épaules, nous pouvons apprendre à être un soutien pour les autres sans perdre de vue notre propre stabilité. Cela ne signifie pas abandonner ceux qui ont besoin d'aide, mais plutôt leur offrir notre soutien à partir d'un lieu d'équilibre et de clarté. De plus, il est important de différencier entre aider et contrôler. Le héros, dans son désir de protéger, peut tomber dans le piège de vouloir diriger les vies des autres, croyant savoir ce qui est mieux pour eux. Cette attitude, bien que bien intentionnée, peut être perçue comme invasive ou paternaliste. Apprendre à respecter les limites et les processus des autres
est essentiel pour transformer le complexe du héros en un outil de soutien authentique. Enfin, Jung souligne l'importance de prendre soin de nous-mêmes pendant que nous aidons les autres. Être un héros ne signifie pas se sacrifier complètement. Au contraire, cela implique de reconnaître que notre force intérieure provient de l'équilibre entre donner et recevoir. Seulement quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, pouvons-nous être une véritable source de soutien pour ceux qui nous entourent. L'altruisme, valorisé comme l'une des plus grandes vertus humaines, peut cacher un côté obscur, l'ombre de l'ego. Jung nous met en garde. Elle est souvent à l'origine de nombreuses actions altruistes liées à notre besoin de reconnaissance, de pouvoir ou de validation personnelle. Ce qui semble être un acte de générosité peut en réalité être une manifestation du désir de l'ego de se sentir indispensable. Imaginons quelqu'un qui se propose constamment pour aider en tout, même quand on ne le lui demande pas. Cette personne pourrait chercher l'admiration des autres ou tenter de renforcer son estime de soi à travers la gratitude extérieure. Bien que ces actions puissent paraître désintéressées, elles sont profondément enracinées dans le besoin d'approbation. Ce type d'altruisme, plutôt que de construire des relations authentiques, perpétue des dynamiques de contrôle et de dépendance. De plus, cette ombre de l'ego peut conduire à un comportement passif-agressif. Par exemple, si l'altruiste ne reçoit pas la gratitude ou la validation espérée, il peut se sentir blessé ou ressentir du ressentiment. Ce ressentiment révèle que son aide n'était pas aussi inconditionnelle qu'il semblait. Voici où l'altruisme devient un outil pour nourrir l'ego, plutôt qu'une expression véritable de l'amour ou de l'empathie. L'ombre de l'altruisme peut également se manifester dans le domaine professionnel, en particulier dans des rôles comme ceux de l'enseignant, du thérapeute ou du leader. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous savons ce qui est mieux pour les autres. Cette croyance, bien que motivée par le désir d'aider, reflète souvent une projection de l'ego qui cherche à affirmer sa supériorité au lieu d'habiliter les autres. Ce type d'aide les limite, empêchant leur croissance personnelle. Jung souligne que la clé pour surmonter ces ombres est l'auto-observation constante. Reconnaître nos motivations cachées nous permet de transformer nos actions en une expression authentique de compassion. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aider, mais que nous devons le faire à partir d'un lieu d'authenticité, sans rien attendre en retour. Quand nous aidons à partir du cœur, plutôt que de l'ego, nous ne bénéficions pas seulement aux autres, mais nous grandissons également en tant qu'individus. L'archétype du martyr a été exalté dans de nombreuses cultures, comme un symbole de sacrifice et de noblesse. Cependant, Jung nous rappelle que cet archétype peut être profondément préjudiciable s'il est vécu de manière inconsciente. Le martyr, dans son zèle à tout donner pour les autres, s'oublie souvent lui-même, tombant dans un cycle d'autodestruction et de ressentiment. L'une des principales caractéristiques du martyr est son incapacité à établir des limites. Il croit que sa valeur réside dans combien il est prêt à sacrifier, que ce soit son temps, son énergie ou même son bonheur. Cependant, ce sacrifice perpétuel épuise non seulement le martyr, mais crée également une dépendance malsaine chez ceux qui l'entourent. Par exemple, un parent qui se sacrifie constamment pour ses enfants peut les priver de l'opportunité d'apprendre à être responsable et indépendant. Un autre aspect problématique de l'archétype du martyr est sa recherche de reconnaissance à travers la souffrance. Bien que le martyr puisse affirmer que ses sacrifices sont désintéressés, il espère souvent que les autres reconnaissent et apprécient sa dévotion. Quand cela ne se produit pas, il peut se sentir frustré ou incompris, alimentant un cycle de victimisation. Ce modèle n'est pas seulement nocif pour le martyr, mais aussi pour ses relations, qui deviennent tendues et déséquilibrées. De plus, le martyr inconscient utilise son sacrifice comme une forme de manipulation émotionnelle. En montrant combien il a souffert ou donné, il peut tenter de blâmer ou de contrôler les autres, exigeant leur attention ou leur loyauté. Cela crée des relations basées sur la culpabilité plutôt que sur l'amour ou le respect mutuel. Jung propose une nouvelle façon de comprendre le sacrifice, basée sur l'individuation. Plutôt que de nous sacrifier complètement, nous devrions chercher un équilibre entre donner et recevoir. Cela implique de reconnaître nos propres besoins et d'établir des limites saines. Le véritable sacrifice n'est pas un acte d'auto-abnégation, mais une expression d'amour et de générosité qui respecte à la fois les autres et nous-mêmes. En fin de compte,
Abandonner l'archétype du martyr ne signifie pas cesser d'aider, mais transformer notre relation avec le sacrifice. Au lieu de donner, à partir d'un lieu de manque ou de besoin, nous pouvons apprendre à donner à partir d'un lieu d'abondance et de plénitude. Ce changement nous libère non seulement, mais renforce également nos relations, nous permettant de nous connecter avec les autres de manière authentique et équilibrée. Jung décrit les relations comme des échanges constants d'énergie psychique. Quand nous aidons les autres sans limite claire, nous risquons de drainer notre énergie jusqu'à l'épuisement complet. Ce drainage affecte non seulement notre santé mentale et émotionnelle, mais diminue également notre capacité à être efficace dans nos relations. L'une des principales causes de cet épuisement est le manque de conscience de nos propres besoins. De nombreuses personnes qui se consacrent à aider les autres ne prennent pas le temps de recharger leur propre énergie. Imaginez un verre d'eau qui se vide constamment, sans être rempli. Il finira par être vide, incapable de satisfaire même les besoins les plus élémentaires. Cet épuisement énergétique se manifeste non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Les personnes qui aident constamment éprouvent souvent des sentiments de frustration, d'irritabilité ou de ressentiment. Ces sentiments sont des signes que nous avons dépassé nos limites et que nous devons recalibrer notre approche. De plus, l'épuisement énergétique peut conduire à une déconnexion avec nous-mêmes. En nous concentrant tant sur les besoins des autres, nous négligeons nos propres passions, intérêts et objectifs. Cela crée un vide interne qui ne peut être comblé en aidant les autres, mais seulement en nous reconnectant avec notre essence. Jung suggère plusieurs stratégies pour gérer cet épuisement. D'abord, il est essentiel d'établir des limites claires dans nos relations. Cela ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Il est également important de pratiquer l'auto-soin, que ce soit à travers la méditation, l'exercice ou simplement, en prenant du temps pour nos propres besoins. Enfin, nous devons apprendre à dire non quand cela est nécessaire. Dire non ne signifie pas abandonner les autres, mais prioriser notre santé et notre bien-être afin de pouvoir continuer à aider de manière efficace. En protégeant notre énergie, nous bénéficions non seulement à nous-mêmes, mais nous assurons également que notre aide soit authentique et durable. L'individuation, concept central dans la psychologie de Jung, se réfère au processus d'intégration de toutes les parties de notre psyché, tant conscientes qu'inconscientes, pour atteindre un état de totalité et d'authenticité. Cependant, lorsque nous nous concentrons excessivement sur l'aide aux autres, nous pouvons détourner notre attention de ce voyage interne et entraver notre propre croissance. Aider les autres, bien que noble, peut devenir une échappatoire à nos propres ombres. Souvent, ceux qui consacrent leur vie aux autres le font pour éviter de faire face à leurs propres insécurités, peurs ou blessures émotionnelles. Ce modèle crée une illusion de but, mais au détriment de notre évolution personnelle. L'énergie que nous pourrions utiliser pour explorer nos profondeurs est détournée vers l'extérieur, perpétuant un état de déséquilibre. Jung souligne que l'inconscient ne reste pas passif face à ce détournement. Souvent, il nous envoie des signaux sous forme de rêves récurrents, d'anxiété ou d'insatisfaction généralisée. Ces signaux sont des appels à nous reconnecter avec notre essence et à prioriser notre individuation. Par exemple, quelqu'un qui ressent un épuisement constant en aidant les autres peut découvrir, à travers un rêve symbolique, que son énergie est drainée en ne tenant pas compte de ses propres besoins. L'impact peut également se manifester dans la difficulté à établir des limites claires. En nous concentrant sur le bien-être des autres, nous pouvons perdre de vue nos propres priorités et permettre que les demandes externes contrôlent notre vie. Ce déséquilibre affecte non seulement notre santé mentale et émotionnelle, mais limite également notre capacité à être une source de soutien authentique pour les autres. Le processus d'individuation ne signifie pas abandonner ceux qui ont besoin de notre aide, mais apprendre à équilibrer nos responsabilités externes avec nos besoins internes. Jung suggère de consacrer du temps à l'auto-exploration à travers des pratiques telles que l'imagination active, qui nous permet de dialoguer avec les images et les archétypes de l'inconscient. Il souligne également l'importance de nous reconnaître avec nos passions et nos objectifs individuels, ceux qui nourrissent notre âme et nous permettent de fleurir. Lorsque nous priorisons notre individuation, nous nous bénéficions non seulement à nous-mêmes, mais nous devenons également de meilleurs aidants. Depuis un état d'équilibre et d'authenticité, nous pouvons offrir un soutien authentique, libre de projection ou d'attente inconsciente. Cette approche transforme non seulement nos relations,
mais renforce également notre connexion avec le monde et avec nous-mêmes. La transférence, un concept développé par Freud et élargi par Jung, se produit lorsqu'une personne projette des émotions, des désirs et des conflits inconscients sur une autre personne. Dans les relations d'aide, cette dynamique peut être particulièrement complexe et, si elle n'est pas gérée avec soin, peut être préjudiciable tant pour le donneur que pour le récepteur. Lorsque nous aidons les autres, il est courant que ces derniers projettent sur nous des figures archétypiques, comme celle du père protecteur ou de la mère nourricière. Bien que ces projections puissent être flatteuses, elles comportent également une grande responsabilité. Si nous acceptons ces projections sans les remettre en question, nous pouvons devenir les récepteurs d'émotions intenses qui ne nous appartiennent pas, comme la colère, la peur ou la dépendance. Par exemple, un thérapeute qui travaille avec un patient peut découvrir que celui-ci le perçoit comme une figure autoritaire. À un père absent, cette perception, bien que inconsciente, peut influencer la dynamique de la relation, créant des tensions ou des attentes peu réalistes. Si le thérapeute n'est pas conscient de cette transférence, il peut se retrouver piégé dans un rôle qu'il n'a pas choisi, ce qui affecte sa capacité à offrir un soutien authentique. La transférence peut également se produire dans des relations quotidiennes. Un ami qui cherche constamment notre aide peut projeter sur nous la figure d'un sauveur, attendant que nous résolvions ses problèmes, comme si nous avions toutes les réponses. Bien que cette dynamique puisse nous faire sentir importants, elle peut également être épuisante et malsaine à long terme. Pour gérer la transférence de manière efficace, Jung suggère de pratiquer l'auto-observation et l'autoconnaissance. En reconnaissant nos propres projections, nous pouvons identifier quand nous acceptons des émotions ou des attentes qui ne nous correspondent pas. De plus, il est essentiel d'établir des limites claires et de favoriser l'autonomie chez ceux qui cherchent notre aide. Plutôt que de résoudre leurs problèmes, nous pouvons les guider pour qu'ils trouvent leurs propres solutions, promouvant ainsi leur croissance personnelle. La transférence, lorsqu'elle est gérée consciemment, peut être un outil puissant pour l'apprentissage mutuel. Elle nous permet d'explorer les dynamiques inconscientes de nos relations et de transformer nos interactions en opportunités pour la croissance et la guérison. Cependant, pour atteindre cela, nous devons être prêts à affronter nos propres ombres et à agir à partir d'un lieu d'équilibre et d'authenticité. La synchronicité est l'un des concepts les plus révolutionnaires de Jung, se réfère à la coïncidence significative d'événements qui ne sont pas liés causalement, mais qui possèdent un sens profond, subjectif. Selon Jung, ces expériences sont des messages de l'inconscient qui nous guident lors de moments de transformation ou de crise. Dans le contexte de l'aide aux autres, les synchronicités peuvent apparaître comme des avertissements. Par exemple, une personne qui se sent constamment épuisée tout en aidant un ami peut remarquer des motifs symboliques dans sa vie, comme rêver à répétition d'une rivière asséchée ou rencontrer de petites difficultés qui reflètent son état interne. Ces expériences ne sont pas des coïncidences. Elles sont des signaux de l'inconscient qui nous incitent à réévaluer nos actions et nos priorités. Les synchronicités ont tendance à se produire plus fréquemment lors de périodes de changement, comme le début d'une relation, les transitions professionnelles ou les crises personnelles. Jung les décrit comme une invitation de l'univers à nous arrêter et à réfléchir. Dans le cas de ceux qui aident constamment, ces signaux peuvent être un appel à équilibrer le donner et le recevoir, nous rappelant que nous ne pouvons offrir ce que nous n'avons pas. Reconnaître et travailler avec la synchronicité nécessite de s'ouvrir à notre intuition et de prêter attention aux symboles qui émergent dans notre vie. Cela ne signifie pas chercher des significations dans chaque détail, mais être attentif à des motifs récurrents qui reflètent notre psyché. En honorant ces signaux, nous pouvons prendre des décisions plus alignées avec notre bien-être et retrouver l'équilibre dans nos relations et nos actions. Dans un monde qui exige constamment notre attention et notre énergie, Jung souligne l'importance de récupérer l'équilibre interne comme une priorité essentielle. Aider les autres peut être profondément gratifiant, mais seulement si cela se fait à partir d'un lieu de stabilité personnelle. Sans cet équilibre, nos actions deviennent épuisantes et, en fin de compte, insoutenables. La première étape pour récupérer l'équilibre interne est de reconnaître nos propres besoins. Dans notre culture, le sacrifice est souvent glorifié comme un acte altruiste.
Mais Jung nous avertit que cette approche peut nous conduire à l'épuisement. Aider ne doit pas impliquer la négation de notre propre bien-être. Au contraire, prendre soin de nous-mêmes est une condition préalable pour pouvoir soutenir les autres de manière authentique et efficace. Un outil puissant que Jung propose est l'imagination, une pratique qui permet d'interagir avec les images et les émotions qui émergent de l'inconscient. En consacrant du temps à cette pratique, nous pouvons identifier les tensions internes et les conflits non résolus qui affectent notre énergie. Cela nous aide à établir des limites plus claires dans nos relations et à éviter l'épuisement émotionnel. Une autre technique utile est de travailler avec des mandalas, des représentations symboliques de la totalité psychique. Dessiner ou méditer sur un mandala non seulement calme l'esprit, mais nous connecte également avec notre centre, nous rappelant que nous sommes une partie intégrante d'un tout plus grand. Cet exercice peut être particulièrement utile pour ceux qui sentent que leur vie est hors de contrôle, en raison des demandes externes. De plus, il est essentiel de cultiver un sens de l'autocompassion. Souvent, ceux qui aident les autres sont très critiques envers eux-mêmes, se sentant coupables de ne jamais en faire assez. Jung nous incite à nous rappeler que nous ne sommes pas omnipotents et que notre capacité à aider a des limites. Reconnaître et accepter ces limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. Établir des limites claires est une autre partie cruciale de l'équilibre interne. Cela peut signifier apprendre à dire non sans ressentir de culpabilité ou déléguer des responsabilités dans des situations où nous ne sommes pas indispensables. Ces limites non seulement protègent notre énergie, mais permettent également aux autres d'assumer un rôle actif dans leur propre vie. Enfin, la connexion avec la nature peut être une source puissante de restauration. Jung croyait que la nature a la capacité de reconnecter notre psyché avec sa base archétypique. Une promenade dans la forêt, le son de l'eau qui coule, ou simplement contempler le ciel peuvent avoir un impact profond sur notre esprit, nous aidant à recharger notre énergie et à retrouver notre perspective. Lorsque nous intégrons ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous commençons à expérimenter un changement profond. Notre aide cesse d'être un acte compulsif, motivé par le besoin, et devient une expression consciente d'amour et de générosité. Depuis ce lieu d'équilibre, non seulement nous sommes plus efficaces, mais nous sommes également plus heureux et plus complets. Dans la vision jungienne, l'alchimie est plus qu'une pratique ancienne de transmutation des métaux. Elle est une métaphore du processus de transformation intérieure appliqué à l'acte d'aider. L'alchimie consciente implique de transformer nos motivations inconscientes en un acte équilibré et complet, où donner et recevoir s'intègrent en harmonie. Aider consciemment nécessite une introspection profonde pour distinguer entre les motivations authentiques et celles impulsées par nos ombres. Jung souligne que nous ne pouvons offrir que ce que nous possédons intérieurement. Si nous aidons à partir d'un lieu de manque, notre aide sera limitée et potentiellement nuisible. Au contraire, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, notre aide coule sans effort ni attente. La première étape de cette alchimie est de reconnaître le plomb de nos intentions inconscientes. Par exemple, si nous aidons pour nous sentir valorisés, ce désir devient un fardeau tant pour nous que pour ceux que nous tentons de soutenir. Transformer ce plomb en or implique d'accepter nos motivations sans jugement et de travailler sur notre individuation pour libérer le besoin d'approbation externe. L'aide consciente implique également un changement dans la manière dont nous percevons les autres. Au lieu de les voir comme nécessitant de l'aide ou étant incapables, nous commençons à reconnaître leur capacité à surmonter leurs propres défis. En termes alchimiques, cela équivaut à habiliter les autres à réaliser leur propre travail intérieur. Cette approche non seulement respecte l'autonomie de l'autre, mais encourage également des relations plus saines et équilibrées. Un exemple de cette pratique serait de transformer notre façon d'aider un ami qui traverse une crise. Au lieu de tenter de résoudre ses problèmes directement, nous pouvons lui offrir un soutien émotionnel et des ressources qui lui permettent de trouver ses propres réponses. Cette approche non seulement lui donne du pouvoir, mais nous libère également de la charge de nous sentir responsables de son destin. Un autre aspect crucial de l'alchimie consciente est l'intégration de nos ombres. Comme Jung l'explique, nos ombres contiennent des aspects rejetés de nous-mêmes que nous projetons souvent sur les autres. En intégrant ces parties,
nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Ce processus nous permet d'aider sans dépendre de la validation ou du contrôle, transformant l'acte d'aider en une expression d'authenticité. Enfin, l'alchimie de l'aide consciente nécessite de cultiver la gratitude et le détachement. Remercier pour la capacité de donner nous connecte à un sens plus profond du but, tandis que le détachement nous permet d'offrir de l'aide sans rien attendre en retour. Cet équilibre est essentiel pour éviter l'épuisement et pour être en phase avec nos propres besoins et valeurs. En essence, l'alchimie consciente transforme l'acte d'aider en un processus spirituel où nous ne contribuons pas seulement au bien-être des autres, mais évoluons également en tant qu'individus. C'est un voyage continu qui nous invite à explorer nos profondeurs et à agir depuis un lieu d'intégrité, de sagesse et de compassion. Jung nous enseigne que l'aide ne doit pas être un sacrifice qui nous mène à l'épuisement, mais une expression équilibrée de notre lumière intérieure. En intégrant nos ombres, en établissant des limites et en nous reconnectant avec nos besoins, nous pouvons transformer notre relation avec l'acte de donner. Aider consciemment non seulement bénéficie à ceux qui nous entourent, mais enrichit également notre propre vie, nous permettant d'évoluer vers une version plus complète et authentique de nous-mêmes. Aider les autres peut être une expérience enrichissante, mais peut également nous rendre vulnérables émotionnellement si nous ne prenons pas de mesures pour nous protéger. Jung a souligné que l'énergie psychique est limitée et, comme toute ressource, doit être gérée avec soin. La protection émotionnelle n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de sagesse qui assure que nos relations ne nous épuisent pas, mais nous nourrissent. Le manque de protection émotionnelle peut nous conduire à un état de saturation. Par exemple, les personnes occupant des rôles de soutien, tels que les thérapeutes, les enseignants ou les soignants, absorbent souvent les émotions des autres, comme le stress, la tristesse ou la colère, ce qui peut générer un épuisement silencieux mais constant. Ce phénomène se produit parce que nous avons tendance à empathiser profondément avec ceux que nous aidons, ce qui nous rend plus réceptifs à leurs états émotionnels. Bien que l'empathie soit une vertu, ne pas gérer ses effets peut nous faire porter des charges qui ne sont pas les nôtres. L'une des premières étapes vers la protection émotionnelle est d'apprendre à séparer nos émotions de celles des autres. Cela implique de reconnaître quand nous réagissons à quelque chose de personnel et quand nous absorbons l'énergie de quelqu'un d'autre. Une technique utile est la réflexion quotidienne. Prendre quelques minutes pour revoir nos interactions et détecter quelles émotions nous avons internalisées. Cette habitude nous aide à identifier des modèles et à établir des limites avant d'atteindre le point d'épuisement. Un autre outil puissant est la visualisation. Jung croyait en la puissance du symbolisme pour se connecter à notre moi intérieur. Imaginez un bouclier protecteur autour de vous qui permet aux émotions positives de vous atteindre, mais qui filtre les émotions négatives. Cet exercice symbolique renforce non seulement notre intention de nous protéger, mais il nous aide également à cultiver une présence saine et équilibrée dans nos interactions, mais nous connecte également à notre capacité interne de gérer les dynamiques émotionnelles. De plus, la protection émotionnelle inclut de dire non quand c'est nécessaire. Bien que cela puisse sembler difficile, surtout si nous avons un fort désir d'aider, établir des limites claires est un acte d'amour-propre. Dire non ne signifie pas abandonner les autres, mais reconnaître nos limitations et prioriser notre santé mentale. En nous protégeant, nous ne prenons pas seulement soin de nous-mêmes, mais nous garantissons également que notre aide soit authentique et durable. Enfin, il est essentiel de créer des espaces pour l'auto-soin. Cela peut inclure des activités qui nous rechargent, comme pratiquer la méditation, faire de l'exercice ou passer du temps dans la nature. Jung soulignait la connexion avec le monde naturel comme une façon de restaurer notre énergie psychique. En cultivant des habitudes qui nous nourrissent, nous renforçons non seulement notre résilience émotionnelle, mais développons également une base solide à partir de laquelle nous pouvons soutenir les autres de manière plus efficace. La protection émotionnelle n'est pas un luxe, mais un acte conscient de prendre soin de notre bien-être tout en nous dédiant à aider les autres. En le faisant, nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes sans sacrifier notre stabilité interne. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente les parties inconscientes de notre psyché que nous avons réprimées ou niées. Ces ombres, bien que cachées,
influencent nos décisions et nos comportements, en particulier dans le domaine de l'aide aux autres. Jung souligne que l'intégration de notre ombre non seulement enrichit notre personnalité, mais transforme également la manière dont nous interagissons avec le monde. Lorsque nous aidons les autres, nos ombres peuvent se manifester de manière subtile, mais significative. Par exemple, une personne qui cherche constamment à résoudre les problèmes des autres peut être en train de réprimer un sentiment d'inutilité ou de vide. Dans ce cas, l'acte d'aider n'est pas complètement altruiste, mais plutôt une façon inconsciente de combler un vide interne. Ignorer ces motivations peut entraîner des dynamiques déséquilibrées, où notre aide devient une forme de contrôle ou d'imposition de notre vision sur les autres. L'intégration de l'ombre implique un processus d'auto-exploration honnête. Tout d'abord, nous devons reconnaître les émotions ou les pensées qui surgissent en aidant. Ressentons-nous de la satisfaction, de la frustration, des ressentiments? Ces sentiments sont des indicateurs de nos motivations internes. Réfléchir à cela nous permet de comprendre quels aspects de notre ombre influencent nos actions. Jung suggère de travailler avec des images archétypiques pour faciliter cette intégration. Par exemple, nous pourrions imaginer une conversation avec notre ombre, lui demandant ce qu'elle désire de nous et comment nous pouvons nous réconcilier avec elle. Ce dialogue interne nous aide à accepter nos imperfections et à agir depuis un lieu d'équilibre, plutôt que de nous laisser emporter par des impulsions inconscientes. Un autre aspect important de l'intégration de l'ombre est de reconnaître que les autres ont également leurs ombres. Lorsque nous aidons quelqu'un, il est possible qu'il projette sur nous ses émotions non résolues, nous voyant comme des figures salvatrices ou contrôlantes. Comprendre cette dynamique nous permet de gérer les relations d'aide avec plus de clarté et d'empathie, sans absorber les projections des autres. L'intégration de l'ombre nous amène également à reconsidérer notre relation avec la lumière, c'est-à-dire avec les aspects conscients et positifs de notre personnalité. Souvent, nous nous concentrons tellement sur le fait d'être bon ou altruiste que nous négligeons notre propre authenticité. En équilibrant notre lumière et notre ombre, nous pouvons offrir une aide plus authentique, moins conditionnée par des attentes externes. Enfin, Jung nous invite à voir l'intégration de la lumière et de l'ombre comme un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait, mais d'accepter notre dualité en tant qu'êtres humains. En intégrant ces parties opposées, nous transformons notre façon d'aider. Nous cessons de donner depuis la nécessité ou l'ego et commençons à donner depuis un lieu d'authenticité et de plénitude. L'intégration de l'ombre non seulement améliore notre relation avec nous-mêmes, mais renforce également nos connexions avec les autres. En acceptant nos propres complexités, nous devenons plus compréhensifs et ouverts, créant des relations plus équilibrées et significatives. En fin de compte, ce processus nous permet d'aider d'une manière qui enrichit à la fois les autres et nous-mêmes.